Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis sur Equinox Télévision. Vers quel rivage vogue le Cameroun aujourd'hui? Les mairies qui sont en fait le laboratoire à travers lequel on mesure la réalité du pays profond sont souvent le phare qui nous éclaire en pareille circonstance. Dans ce rôle, pour nous éclairer justement, nous recevons le maire de la commune de Makak, par ailleurs secrétaire général adjoint de l'UPC en charge de l'action du parti. Avec lui, nous nous intéressons à la commune de Makak, à la vie de l'UPC, aux suites du déraillement du train des ECA qui a eu des répercussions sur la commune de Makak, à la décentralisation, aux nominations récentes à Elekam et bien entendu au scrutin de 2018 au Cameroun. Bonsoir Sylvestre Nyek-Nyek. Bonsoir Guy Zogo, merci pour l'invitation. Merci aussi d'avoir honoré votre rendez-vous en nous rendant visite ici pour que nous entretenions sur des sujets d'intérêt pour le Cameroun. Alors comme je le rappelais, vous êtes le maire de la commune de Makak. C'est exact. Secrétaire général adjoint de l'UPC en charge du suivi de l'action de ce parti. C'est exact également. Voilà, alors tout de même, on vous connaît, on vous voit très actif au sein de l'UPC, on vous voit aussi actif sur le terrain à Makak, où vous dirigez la commune. Mais vous êtes qui? Quel est votre parcours, Sylvestre Nyek-Nyek? Vous savez, monsieur Guizogo, c'est souvent gênant de parler de soi-même. Mais pour une fois, je vais sacrifier à cette demande pour vous dire qu'en réalité, je suis, comme vous avez dit, Nyek. Deux fois Nyek. Oui. Sylvestre Lebel, c'est mes deux prénoms. Je suis né exactement le 9 août 1964 à la maternité de l'hôpital. Avant, c'était le dispensaire urbain de Makak en 1964 quand je suis né. Sur le plan scolaire, j'ai fait l'école primaire entièrement à Makak, c'est-à-dire l'école, ça s'appelait l'école principale de Makak à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'école publique, groupe 1 et 2 et 3 d'ailleurs. Je suis allé au lycée des EC en classe de 6e, j'avais 11 ans. Je suis rentré à Makak 2 ans plus tard pour le collège Sacré-Cœur parce qu'en réalité, à Zika, je connaissais presque personne. Oui. Je peux dire que la famille m'a chassé. Et il y avait quand même le fameux collège Sacré-Cœur. Je suis revenu au Kosako, où je suis parti en seconde parce que j'avais suivi les enfants de riches lors d'une grève. À l'époque, je suis le camarade de classe du fils du gouverneur Namvou, Dembélé Mbapé. Ils avaient organisé une grève dont je ne connaissais même pas les tenants. Je les avais suivis parce que c'était mes amis. Nous avons été renvoyés. Et eux, ils ont été recasés très rapidement. Et moi, fils de... pauvre? Non, pas pauvre. Pas pauvre, fils de paysan. Je me suis retrouvé en train de faire le concours d'entrée au collège d'Iberman pour la classe de seconde. Et demander à être recruté au lycée Jos à l'époque, qui était un des collèges d'élite. Très réputé aussi à Douala. Voilà. L'anecdote, c'est que le jour que je vais me faire recruter au lycée Jos, le proviseur Charles Etoundi de l'époque descend parce qu'il habitait à l'étage pendant que ses bureaux étaient en bas. Il me retrouve dans la longue file qui l'attendait et j'étais le seul élève qui n'était pas accompagné. Les autres avaient leurs parents à côté, généralement le ventre, la cravate, comme vous. Et moi j'étais seul. Alors il m'a pris entre les mains, il m'a dit, mon fils, je cherche quoi? Il dit, je cherche l'école. Il m'a amené dans son bureau et à la 5e, il m'a dit, je suis un ancien du Kosako et je vous recrute. J'ai donc été recruté au lycée Jos. Le lendemain, j'ai fait le concours d'entrée au collège Liberman et je l'ai eu. Donc vous aviez deux... J'avais donc le choix entre le collège Liberman et le lycée Jos. Et comme j'étais un ancien de Makak, le père Guy de Billy, qui était recteur du collège Liberman, m'a encouragé, parce qu'il était professeur de mathématiques que j'aimais beaucoup, il m'a encouragé à aller au collège Liberman. J'y suis resté jusqu'à ce que je choue le bac à cause de l'anglais à l'oral. Et le cœur Bidibili, qui ne croyait pas, m'a conseillé d'aller au lycée Boulen de Boya. En réalité, j'ai eu mon bac C au lycée Boulen de Boya. Voilà. J'ai fait le concours d'entrée à l'école de commerce, comme tous les jeunes de mon âge, que j'ai eu. L'école de commerce, les SEC? Les SEC, bien entendu. Tout à fait. J'ai soutenu sous la direction du professeur Labep, qui est encore en vie. Après, j'ai bénéficié d'un coup de chance. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait le concours jeune promoteur. Tout à fait. Les 5 premiers devaient aller, non, les 3 premiers devaient aller à HEC Montréal, et les 2 autres HEC Paris. C'est comme ça que je me suis retrouvé à HEC Paris. Vous pouvez comprendre que je n'étais pas premier, mais je n'étais pas dernier non plus. HEC, hautes études commerciales. Bien entendu. On dit que c'est l'une des meilleures écoles de commerce d'Europe, tout au moins. Bon, moi j'ai envie de dire du monde, c'est pas sans vantardise.
Et quand je suis sorti de là, je me suis retrouvé sur le marché du travail et j'ai eu la chance d'être recruté immédiatement par le groupe Bolloré. Et j'ai passé pratiquement 7 ans à Bolloré Investment, qui est en réalité le cabinet d'études et la banque du groupe Bolloré. Pas ici, à Paris plutôt. À Paris. Oui. Quand je repars de là, je suis nommé directeur général de 2 entreprises du groupe Bolloré au Cameroun, notamment la CIBAF et la HFC, qui était, on appelait vulgairement la forestière de Campo, qui était des entreprises de foresterie. Oui. Bon, je suis nommé à l'époque, me dit-on, pour restructurer. Au bout de 2 ans, je me suis rendu compte en réalité, je ne pouvais pas travailler parce que moi, je venais d'avoir une promotion alors que le patron estimait que j'étais en fin de carrière parce que j'avais tellement servi, il estimait que c'était la fin de ma carrière. Ça veut dire exactement quoi? Moi, je veux restructurer et lui, il veut s'en débarrasser. Il ne me le dit pas. Donc, c'était un vrai traquenard. Je suis en conflit avec tous mes collaborateurs français de l'époque. Et au bout de 3 ans, j'ai fini par démissionner pour rester en vie. Pour rester en vie? Bien sûr. C'est à ce point-là. Vous étiez menacé d'élimination physique. Vous savez, lorsque vous gérez une entreprise pour la restructurer et donc la rendre rentable, et que les autres savent, vos collaborateurs subalternes, vous avez l'inconvénient d'être noir, et en plus, ils ont l'information stratégique que vous n'avez pas. Vous croyez que vous allez faire votre vie, et ils savent que l'entreprise à la fin. Il vaut mieux partir. Parce que vous fermez les robinets à gauche, ils ouvrent à droite. Ils sont partis, et j'ai eu la chance que j'avais des amis à l'époque dans la même profession. Je ne les nommerai pas ici parce que sûrement je ne peux pas nommer tout le monde, mais ils m'ont aidé à m'établir. C'est comme ça que de fil en aiguille, je suis devenu chef d'entreprise forestière. Dans un domaine que les gens pensent ne pas être le mien. Mais en fait, en école de commerce, on ne forme pas des employés, on forme des managers qui peuvent gérer même des entreprises qui font le manioc. Donc je me suis établi là et au fil des temps, j'ai créé d'autres entreprises que je ne dirai pas ici parce que je n'ai pas les moyens de payer la publicité. À pas publicité sur Equinox Télévision, puisque le service commercial risque bien de nous adresser. Tout à fait. Donc je me suis retrouvé là et ça c'est... Aujourd'hui, je suis à la tête de mes entreprises, avec des amis, on essaie de foncer. On ne meurt pas de faim pour le moment. Maintenant, sur le plan purement politique, je vous ai parlé sur le plan scolaire, académique, un peu professionnel. Là, vous militiez déjà aussi à l'UPC? Bien sûr, je suis entré à l'UPC dans les années 90. Ce n'était pas encore légalisé. On se retrouvait le soir chez le prince d'Ika à quoi? Tout à fait. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à ce grand homme qui est parti. Parce qu'en fait, c'est à lui que je dois mon adhésion à l'UPC. Je ne savais même pas comment adhérer à l'UPC. C'est lui qui m'a dit, il y a un comité de base dans ton quartier. J'habitais Ndoximba à l'époque. Je suis entré au comité de base en 91 après la légalisation. Ça s'appelait Fraternité. J'ai fait mes pas, j'ai fait mon école à l'UPC. Je suis parti de secrétaire de comité de base à secrétaire de comité central. Au point où, au congrès de Konsamba, je suis celui à qui on a donné la parole. Le fameux congrès de Konsamba, bien 92. 91 exactement. 92, voilà. 91. Voilà. On m'a donné la parole pour parler au nom de la jeunesse de l'UPC. Et je peux dire que c'était un coup de chance. Et je suis arrivé à devenir le secrétaire général du mouvement des jeunes de l'UPC en 92. En septembre 92, le congrès c'était dans Yaoundé. J'ai été élu le même jour que Kodok demandait, paix à son âme, de voter Paul Biya en 92. C'est ce jour que j'ai été élu. C'est l'occasion pour dire... Et vous étiez d'accord avec cet appel? À voter pour Paul Biya? Disons qu'à l'époque, puisque je voulais qu'on en parle, j'ai appartenu à un groupe d'études qui a accompagné Kodok dans la réalisation de cette alliance. Il faut l'avouer. Même si ça n'a pas marché comme j'ai voulu à l'époque, mais on était 3, ça, je vais le citer, nous étions 3 à faire cette étude. Bichoka Albert, il est en vie, il est cadre à AXA, il est au RDPC aujourd'hui, je crois qu'il est chef de son village, Bichoka. Mohadona, il était à l'époque administrateur civil, il est toujours, mais il est devenu après directeur de projets et programmes au Minepat. Et moi, j'étais le seul qui n'était pas la fonction publique. Parce qu'à l'époque, effectivement, quand moi travaillions sur un projet de financement de création de microfinance, il y a pas comme moi à l'époque, on avait travaillé dessus. Donc, je suis de ceux qui ont fait une étude, il faut le voir dans la Voix du Cameroun de septembre 92. On avait dit que si l'UPC allait avec le président de la République, on pourrait faire entre 39 et 40% des voix. Si on allait avec le SDF, on ferait 36. Lorsqu'un parti qui a fait le développement du Cameroun, son dada, qui n'est pas obligé absolument d'arriver au pouvoir par tous les moyens, on s'est rendu compte que bon, le Cameroun à l'époque était menacé de troubles. On a fait le choix de la stabilité.
Évidemment, ça n'a pas marché comme on l'aurait voulu. Vous auriez voulu quoi? Effectivement, ce qui n'a pas marché, c'est que la première chose, c'est que l'Alliance, dans le fond, n'avait rien de mauvais. Mais au niveau de la procédure qui nous a fait aboutir à l'Alliance, c'était un peu cavalier, il faut le reconnaître. Malheureusement, le secrétaire général de l'époque, Augustin Félix Kodokpé à son nom, était tellement intelligent qu'il ne se trouvait pas dans l'obligation d'expliquer des choses qui lui paraissaient évidentes. Et du coup, les UPC se sont opposés par principe et on a continué. Et je lui ai proposé à l'époque que pour qu'il y ait quand même un semblant d'équilibre, qu'on crée une commission de suivi de l'Alliance. Ce qu'il n'a pas partagé, ça nous a mis en foi. Et comme je ne sais pas démissionner de mes convictions, je ne suis pas parti de l'UPC pour autant, je suis resté, mais en me disant que bon, ce n'est pas ce que j'attendais. On a réhabilité les héros nationaux, c'est vrai, le Sénat est arrivé 30 ans plus tard, le Conseil constitutionnel. C'était ça le contenu de l'Alliance en réalité, c'était ça le contenu. Et je ne crois pas qu'il y ait... C'était surtout pas nommé des UPCistes à l'époque. Non, c'était pas ça. C'était réhabiliter il fallait réhabiliter les héros nationaux. Il fallait le Cameroun avec lui-même. Réconcilier au Cameroun. Avec eux-mêmes. Créer les institutions démocratiques qui permettent au Cameroun plus tard d'être un pays véritablement démocratique. Et je ne vois pas un seul Camerounais qui pouvait s'opposer à ça. Mais le problème, c'est qu'à l'UPC, comme c'est les organes qui dirigent et pas les individus, nous nous sommes retrouvés à un moment donné où l'organe délibérant qu'on appelle le comité directeur n'a pas pu être appelé. Je dis bien, je ne dis pas qu'il n'a pas pu se réunir pour examiner effectivement cette proposition. Donc, est passé outre. Non, ce n'est pas qu'il est passé outre. Je voudrais, si vous permettez, parler un peu des dates. On est en août 92 à l'hôtel Hilton. L'UPC désigne le camarade Houghouët comme son candidat. Mais au même moment, parce que ça on n'en parle pas assez, on désigne 5 membres chargés de négocier avec les autres partis. Parce que depuis 92 à Bonamotongo, l'UPC avait dit qu'il se réservait le droit de négocier avec tous les partis de son choix. Donc à l'époque, Houghouët est candidat, Kodok est secrétaire général, mais Houghouët est désigné candidat au cours d'un comité directeur. Le comité prend une résolution demandant à Houghouët de désigner 2 membres et à Kodok d'en désigner 1. Et c'est comme ça que Houghouët choisit Ndjamé Mwandi et Massoua de Bernard, et plus même ça fait 3. Kodok choisit Feu de Happy. Parmi les 5 membres chargés de négocier avec les autres partis, 4 ont signé avec le RDPC. Je dis bien 4. Malheureusement, ça aurait pu rester une proposition afin de l'amener au comité directeur qui l'approuve ou non. Nous sommes le 19 septembre à l'hôtel des députés, si 19 je me souviens septembre bien. 92. 92, 19 septembre. Une réunion se tient au cours de laquelle les différents candidats qui sont allés négocier doivent rendre compte. Le camarade Houghouët nous dit à l'époque qu'il est allé discuter avec le SDF. On lui a dit on ne parle pas avec le bon Dieu, on s'aligne plutôt. Et que pour lui, il n'y avait rien à faire avec le SDF. Que donc nous a dit à l'époque, parce qu'à l'époque j'assurais le secrétariat du bureau du comité directeur. En tant que secrétaire général de la jeunesse, moi de la JDC, et en tant que, je peux dire, secrétaire administratif du parti. Quand on nous dit que les gens du RDPC attendent dans leur voiture dehors le rapport de cette réunion, il y a eu un tollé et en réalité, le bureau ne s'est pas prononcé. Parce que le bureau serait prononcé qu'on aurait convoqué un urgence comité directeur qui aurait validé un camp. À l'époque, il n'y avait qu'un seul. Parce qu'en réalité, les SDF nous avaient dit qu'ils ne voulaient rien entendre, il fallait s'aligner. Il ne restait que le RDPC. Le problème de l'UNDP ne s'est pas posé. Parce qu'on peut même demander que comment on pouvait réhabiliter ce comité Houghouët. Donc vous aviez exclu on avait exclu. Malheureusement, c'était en réunion du bureau du comité directeur. Le comité n'ayant pas pu se tenir, c'est devenu quelque chose d'individuel. Et donc, l'alliance avec le RDPC va se jouer sur ces quelques manquements, sur ces quelques malentendus. Tout à fait. C'est là où ça va se jouer. Ça se joue là. Et malheureusement, le jour d'après, Kodok se prononce. C'est-à-dire le bureau qui n'a pas véritablement... Parce que le bureau n'était ni contre, ni pour. Et le secrétaire général de l'époque, qui voyait les choses plus vite que les autres, a fait une déclaration au journal de 13 heures qui a mis tout le parti en émoi. Au point où je voudrais vous raconter une petite anecdote. Je suis en campagne. Parce que moi, j'ai battu campagne pour cette alliance en 92 à Makaka. Je suis en campagne dans un village qu'on appelle Mbagé, qui est en réalité le village de Feu Kedi Samne, qui était un des amis du président Aïdjo à l'époque. Et quelques mois avant, j'étais passé pour demander de combattre le régime en place. Et que des mois plus tard, je revienne demander qu'on vote Paul Biya. Un vieux m'a dit, mon fils, en pleurant, ce n'est pas toi qui étais ce qui demandait qu'on combatte Paul Biya. D'où vient-il qu'on puisse le voter aujourd'hui? Et je lui ai dit,
si tu permets, je vais te lire le contenu de l'Alliance. Quand il a lu qu'on pouvait réhabiliter les héros nationaux, il m'a dit, si c'est ça, il accepte. Donc en réalité, si on avait eu le temps d'aller à un comité pour approuver cette proposition, il n'y aurait pas de débat. Mais après ça, le secrétaire en a fait une affaire personnelle, il faut le dire. Et du coup, tout le monde s'est mis contre lui, évidemment, sauf moi. Moi, quand je ne suis pas d'accord, je suis comme disait... Mais vous étiez quand même en froid. On est resté en froid longtemps parce que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense, quitte à se tromper. C'est-à-dire, au lieu de me taire pour ne jamais me tromper, je préfère dire que je me trompe. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec la manière dont le parti était géré. C'est-à-dire, c'était une histoire où lorsqu'on n'était pas d'accord, on était écarté. Je lui ai dit, l'UPC est un point de rencontre, ce n'est pas une entreprise. Bon, il avait l'avantage, sûrement parce qu'il était à la fois originaire de Makako, moi, dont un peu mon père, et bien que je n'accepte pas trop de paternalisme en politique, mais il me parlait avec deux postures. La posture du secrétaire général d'un chef du parti et la posture d'un père. J'étais obligé de mettre terre. Secrétaire, père et terre. Je me suis tué. Jusqu'à ce que je me rende compte que je ne peux plus me taire. Je lui ai fait un moment en lui proposant qu'il n'y avait pas de chef sans adjoint. Et que je ne conteste pas sa capacité à gérer le parti. Mais je souhaite qu'il accepte qu'on place des drapeaux partout qui aient l'impression de donner un visage de rajeunissement au parti. Il ne m'a pas répondu. Je l'ai revu un peu avant sa mort. Parce que quelqu'un qui lui était touché, qui était son ami et qui était aussi également mon père, Robert Nyom, est venu me voir pour me dire, mon fils, on ne gagne pas de procès contre son père, encore qu'on ne doit pas en faire. C'est comme ça que Robert Nyom m'a amené, me réconcilier avec lui. Demander pardon pour les choses que je n'avais pas commises en réalité. Mais ça, je ne le regrette pas. Donc, de Kamouran, on s'était réconcilié. Sur la forme, parce qu'en réalité, je n'avais rien fait de véritablement répréhensible. Mais pour le respect que je dois aux aînés, il valait mieux demander pardon. Si le bon Dieu l'accepte, je l'ai fait. Donc voilà à peu près comment j'entends l'UPC. Maintenant, je milite. Je suis membre du comité de Telpin Konsamba. Je vais au congrès de... Je peux sauter pour aller plus vite. Je vais au congrès de 2014. La jeunesse du parti, du moins une partie, parce qu'il faut peut-être parler de la jeunesse du parti. Une partie estime qu'il était temps pour que je devienne le secrétaire général du parti. Au départ, je suis d'accord. À la rencontre avec le docteur Sendé, il me dit, j'ai cheminé avec ton père Kodoko. Je n'ai jamais été candidat face à lui. Comment toi, tu peux être candidat contre moi? Je lui ai dit à l'époque que je pense parce que c'est mon temps et que je vous ai soutenu, j'estime que c'est maintenant. Mais à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas être un secrétaire général qui marche sur le sang politique de ses aînés. J'ai soutenu le docteur Sendé, en sachant que ça ne marcherait pas beaucoup. Et je me rappelle, lorsqu'il a perdu les élections, parce qu'il les a perdues, bien fait, mal fait, fait quand même, je suis allé chez lui le même jour pour lui dire que s'il veut rester politiquement en vie, qu'il félicite le bureau élu, c'est-à-dire Onana Victor comme président du bureau comité directeur et Luka Bazé comme SG. J'étais avec le maire des ECA, une camarade dont j'étais volontairement le nom. Il a écrit cette déclaration, mais en sortant, j'ai croisé d'autres camarades qui ont convaincu d'autres du contraire. De ne pas le faire. Il est resté dans ce que j'appelle la distance pendant un temps, jusqu'à ce qu'arrive le congrès de 2017. Une fois de plus, les gens ont estimé que je devais être candidat. Et là, j'ai battu campagne véritablement. Je me suis dit, j'ai construit une candidature véritable. Parce qu'en réalité, je l'ai construite depuis 1992. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, les 10 cas à l'école avaient un certain âge et qu'on ne pouvait pas tordre un fer déjà refroidi. Je me suis dit, je serai la bouche de la jeunesse et les jeunes m'ont bien accompagné. Au point au congrès de 2017, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, parce que moi, je fais de la politique comme quelqu'un qui va au poker avec de l'argent et qui n'y met pas sa vie. Je ne parie pas ma vie en politique, je parie un peu d'argent quand j'en ai. Je me suis rendu compte que c'était plus grave que ça et qu'il n'était pas question pour moi de marcher une fois de plus sur le sang de mes aînés pour devenir secrétaire général. J'ai laissé. Il y avait des enjeux tellement importants. Les enjeux, des enjeux qui étaient tellement importants. Il y avait des enjeux, on disait ça à l'époque, et je ne voulais pas être le facteur limitant, comme un commande de blocage. J'ai donc soutenu, pas en disparaissant, en prononçant un discours pour demander à ceux qui étaient venus me voter de voter l'actuel secrétaire général, le docteur Pierre Balagancourt, que j'ai soutenu. Et que je continue d'ailleurs à soutenir. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un moment où
Je ne peux pas dire qu'on était en froid. Vous savez, lorsque vous soutenez quelqu'un et qu'il devient secrétaire général, il y a une communication qui peut s'installer autour. Vos soutiens estiment que c'est vous qui avez fait le secrétaire général. Et ça frustre un peu. Au point où chaque fois qu'il prend la parole devant vous, les gens lui donnent l'impression que sans ce monsieur, vous ne seriez pas, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Parce que pour moi, Balek est quelqu'un de valable. On n'a pas, je peux dire, les mêmes habitudes de communication. C'est quelqu'un de très réservé, je le sais. Mais il n'est pas moins méritant que les autres. Ça, je dois le dire. Donc, il y a eu un discours autour pour l'amener à comprendre que je me vantais de l'avoir fabriqué, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. On est resté un peu en froid parce que vous savez, lorsque vous faites alliance avec quelqu'un, vous lui demandez de respecter au moins les accords que vous aviez avec vos électeurs. Ça n'a pas été fait. Mais pour être honnête, aujourd'hui, les choses sont revenues dans l'ordre. Du moins entre le secrétaire général et son adjoint que je suis. Les choses sont véritablement dans l'ordre parce que depuis un certain temps, il me donne véritablement ma place, il me donne le travail. Ce qui ne va pas sans frustrer ceux qui l'avaient conseillé de me combattre. Ça, je peux le comprendre. Donc, en réalité, je dois dire que... Mais il ne suffit pas que ça aille entre le secrétaire général et son adjoint pour que le parti marche. Je ne sais pas s'il y avait une question relative. Non, on reviendra dessus. Mais j'ai dit quand même que entre le RG et son adjoint que je suis, il n'y a pas d'ombre aujourd'hui. Voilà, ça va très bien d'ailleurs. Alors, vous dirigez la commune de Makak. Alors, on la présente comment, la commune de Makak? Disons que la commune de Makak, sur le plan démographique, c'est une commune d'à peu près 41 000 habitants qu'on fait recensement PNDP. Avec nous, de 2015, 40 villages. Les vrais villages, pas comme les villages de l'autre côté, les vrais villages. Vrais villages dans quel sens? Vrais villages, dans le sens, lorsque vous avez une commune qui a 1290 km², même si vous divisez par 40, ça donne des superficies consistantes. Absolument. Ailleurs, il y a des communes de 500 hectares. Je ne dis pas au Cameroun, quand même. Il y a 500 km² à peu près. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, la commune de Makak, c'est à moins de 100 km de Yaoundé, ce qui est un atout. Et à peu près à moins de 200 km de Douala, c'est également un atout. Traversé par l'axe routier qu'on appelle la régionale numéro 9, en piteux état, il faut le dire. La voie ferrée traverse Makak sur exactement 46 km. Malheureusement, aujourd'hui, les trains qui desservaient Makak à l'époque n'existent plus. On a un train que j'ai l'habitude d'appeler ma grand-mère. Quand vous le prenez, c'est pour faire du safari en réalité. Donc en réalité, non, c'est pas pour blaguer. Disons que Makak est à côté de Yaoundé, mais très loin, de façon infrastructurelle. C'est-à-dire sur une voie qui vous prend à peu près 2h30 à 3, alors que vous avez moins de 100 km, vous pouvez comprendre l'état. Le train part de Yaoundé à 7h30 et quand il arrive, il arrive à 10h30. Et on ne sait pas quand il va arriver. Du moins, c'est une commune que j'ai trouvée debout, il faut le reconnaître, parce que j'ai hérité d'une commune que gérait le professeur Charles Benjok, un intellectuel de haut rang. Malgré les intrigues de la commune, je l'ai trouvée debout et j'entends la laisser demain ou après-demain debout également. Des populations qui sont laborieuses, mais qui sont jalouses de leur liberté. C'est-à-dire, en réalité, lorsque vous parlez à Makak, ne leur parlez pas d'argent, parlez-leur de l'avenir, parlez-leur des idées. Parce que le culte à Makak, ce n'est pas l'argent. Le culte, c'est... Avant, c'était le diplôme. Parce qu'en réalité, nous avons bénéficié du fait que les deux grands collèges de renom, d'où sont passés une grande partie des îles du Cameroun, le collège Sacré-Cœur, le collège de Bamba, sont à Makak. Ce qui a permis que la plupart des gens de Makak aillent à l'école. Et donc, lorsque vous dirigez la commune de Makak, vous dirigez une commune d'intellectuels où on ne tient pas au discours du maquereau et du riz. C'est ça l'avantage de la commune. Maintenant, sur le plan purement, je peux dire, financier de la commune, nous sommes une commune de 4e catégorie, c'est-à-dire avec un compte en banque qui vacille entre 200 et 250 millions. C'est le vrai niveau de la commune de Makak. Bon, maintenant, l'état des lieux, lorsque j'ai trouvé la commune de Makak, on avait une quarantaine de millions de dettes sociales et fiscales. Ce n'est pas lié à la mauvaise gestion, c'est lié à la situation même des communes, en réalité. Aujourd'hui, on est à peu près à 8 millions. C'est-à-dire, lorsque vous trouvez 40 millions de dettes, vous payez les dettes en payant votre actif également. Donc, on est à peu près à 8 millions. J'ai trouvé la commune de Makak avec une cinquantaine d'employés. J'ai pu m'en débarrasser d'une quarantaine. C'est-à-dire, quand il dit cinquantaine, c'est-à-dire, il y a 3 genres de personnel à Makak. Il y a le personnel permanent, ils sont 27. Le personnel temporaire, ils sont une vingtaine également. Mais il y a un personnel qui était lié aux écoles. C'est-à-dire, l'État ne pouvant... Les enseignants comme nous. L'État ne pouvant pas s'occuper de tout, la commune avait pris sur elle à l'époque de s'en occuper. Moi, quand je suis arrivé, j'avais trouvé ces gens avec 13 mois d'arrêt de salaire. En manager que je prétends être, je me suis dit, pourquoi continuer en sachant d'avance que vous ne pouvez pas les payer?
je me suis séparé de la plupart de ces enseignants en disant à l'État de faire son travail, que ce n'est pas la peine que le maire se sacrifie pour des choses qu'il ne peut pas faire. On est en procès avec 2 ou 3 de ces enseignants, mais les autres sont partis. Et nous avons maintenu les enseignants comme nous, là où c'est vraiment indispensable. Ils ont été maintenus, c'est le cas. Bon, nous avons un conseil municipal de 25 personnes. On a, je pense, nous sommes restés à 22 aujourd'hui. La moyenne d'âge, c'est dans les 40 ans, parce qu'il y a quelques vieux, même beaucoup de jeunes quand même. L'avantage, c'est que les 3/4 des membres du conseil municipal ne savent pas que lire et écrire. Ils savent encore... ils savent faire une analyse d'un compte, du bilan. C'est un peu ça. Donc, voilà à peu près la commune de Makak. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'elle soit outre mesure debout, mais elle n'est pas couchée non plus. Elle est debout comme les communes du Cameroun, du même niveau qu'elle. Et je pense que pour ma part, même si ça s'arrêtait aujourd'hui, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est important, et ça il faut le souligner, c'est que lorsque vous allez en campagne pour devenir conseiller municipal, plus tard maire, vous faites des promesses, et moi j'en ai fait 3. Parce que j'y suis né, et je leur ai dit, les 3 promesses que je vous fais, c'est que nous allons nous rendre visite régulièrement. C'est-à-dire lors des cérémonies? Non, pas seulement des cérémonies, c'est-à-dire je serai aux côtés des populations. Pendant mon mandat, ce n'est pas seulement les cérémonies. La deuxième chose, on ne peut pas envoyer 5 francs dans la commune et qu'ils soient détournés. La 4e chose, c'est que je me battrai de façon, je peux dire, diabolique contre la corruption. Sur ces 3 plans, je peux dire que j'ai réussi dès ma 2e année. Je me suis battu pour que les populations ne ressentent pas mon absence. Je suis aux côtés des populations au jour le jour. Je combats la corruption. Malheureusement, c'est un combat qui est très difficile, il faut le dire. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que vous n'êtes... Des tentations? Non, les tentations, il y en a tous les jours. Mais moi, j'ai dit, j'ai la tête sur les épaules, je ne connais pas la corruption. Je ne corromps personne, je ne me laisse pas corrompre. Mais ce n'est pas suffisant. La mairie, c'est un maire, des adjoints et du personnel communal. Il ne suffit pas que le maire se batte contre la corruption et qu'il ne puisse pas enrayer la même, je peux dire, le même phénomène chez ses collaborateurs pour que ça ne va pas marcher en tant que tel. C'est-à-dire, je me suis donc donné une nouvelle tâche. Socialiser les populations autrement en leur disant que ne payez pas 5 francs pour un service qui est gratuit. Vous savez, lorsque vous prenez le transport en commun, il y a des chauffeurs qui donnent l'argent aux policiers alors qu'ils n'en doivent pas en donner. Parce qu'ils ne connaissent même pas quel papier doivent présenter. Je me suis dit, je vais éduquer les populations de manière qu'on sache ce qui est service communal public gratuit, ce qui est payant. Et pour le moment, c'est un combat qui n'est pas fini. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent encore donner 25 000 francs à nous citer pour notre maison, alors que c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Parce qu'il est habitué à ça. Il ne croit pas. Moi, je marie les gens pour rien, du moins pas pour rien, parce que le mariage coûte l'équivalent d'un timbre communal pour publier le mariage. C'est tout. Si c'est moi qui fais le mariage, c'est gratuit. C'est pour ça que ça réussit. Mais il y a des gens qui ont bien, pour des raisons familiales, ils préfèrent aller se marier ailleurs. Et là, je ne peux pas être garant de ce qu'ils dépensent là-bas. Habituellement, on me dit, monsieur le maire, moi j'ai donné 25 000 francs, une chèvre, et 5 billets d'invitation, un whisky avec fortune. Mais moi, je ne connais pas ça. Donc, c'est un combat qui continue. Parce que ma n'étant pas... il n'y a pas d'autarcie chez nous. On est voisins des gens, on vit avec le peuple. Le peuple a du temps pour se soucier autrement. Donc, ce combat, il continue. Mais les 2 autres, détournement inconnu à la commune de Makak. Je peux vous un exemple. J'ai été contrôlé, non pas moi, parce que dire que j'ai été contrôlé, c'est comme si on m'en voulait particulièrement. Nous avons été contrôlés 7 fois pendant notre mandat. Pour le moment, on n'a pas un PV d'infraction. Quand je dis contrôler, ça veut dire que les structures du MINA, du MINEFI, et même de la CONAC, nous sommes allés à la CONAC plusieurs fois. Pour le moment, en dehors de quelques épiphénomènes liés à la gestion des choses qui ne nous appartenaient pas, nous n'avons pas été incriminés dans un détournement de fonds publics, pas encore dans une faute de gestion. Parce que faute de gestion, ça dépend, vous savez, c'est très difficile. Mais je pense que sur le plan communal, ça va. D'accord. Alors, il y a eu un événement en 2016, le déraillement du train Ezeka. Alors, vous avez été Makak voisin des ECA d'une certaine manière. C'est bien sur le tracé du train, du chemin de fer. Et comment cela s'est-il ressenti? Disons que je précise que Makak est exactement à 42 km des ECA. Voilà. Makak est un village, est une commune qui est voisine de celle des ECA. Parce qu'on peut être distant de 15 km et ne pas être voisin. Nous, on est voisins. Et la route régionale numéro 9 qui relie Ngoumou à Ezeka passe bien par Makak. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu un accident à Maniaï, l'astre étant bloqué, il y avait un chemin de contournement qui était effectivement Ezeka, Makak, au Télé Ngoumou.
Je pense que c'est à l'occasion que les différentes autorités ont découvert qu'en réalité, on gagnerait tout à aménager de façon sérieuse. Pas seulement celle-là, mais toutes les routes de contournement. Parce qu'en réalité, il me souvient que le ministre Bokam s'était égaré parce qu'il allait à Ezeka en voiture. Il est passé par Makak. Et comme la route régionale est moins aménagée que la route communale de ce côté. À cette occasion-là? Oui, à cette occasion, il est allé, il est passé par là. Donc, en réalité, pour parler d'impact, il y a eu une surutilisation de la régionale numéro 9 qui passe par Makak à l'occasion de cet incident. Mais il y a eu également quelque chose que nous avons appris, c'est que les populations de Makak, en commençant par les services du ministère de la Santé, se sont déportées pour aller rester à Ezeka. C'est l'occasion pour dire merci à ces services-là. Mais également les populations qui ont montré leur solidarité. Moi, j'ai vu des mototaximans creuser la terre avec les mains pour en soutirer des blessés graves du train. Donc, en réalité, l'impact est tel qu'au-delà du fait qu'il y a un aspect, je peux dire émotionnel, du fait que c'est les communes voisines, mais il y a eu un impact qui était du fait que Makak était devenu le passage un peu obligé de ceux qui partaient de Douala vers Yaoundé et l'inverse. C'est l'occasion pour lancer un cri d'alarme pour dire au ministre des Travaux publics qui, il faut le reconnaître, se bat dans ce secteur, que la région numéro 9 est dans un état qui menace de couper Makak de Yaoundé. Et vous avez fait des démarches, vous l'avez vu, vous avez... Oui, nous avons fait des démarches. Je ne parlerai pas de ça ici, mais j'ai dit le ministre, s'il nous écoute, c'est de quoi je parle. Un marché a été passé pour cette route qui n'a pas été exécutée. J'ai appris qu'il aurait été payé, mais je me suis offusqué pour dire au ministre que ça n'a pas été fait. Je pense que le ministre a précisé de faire une mission personnelle de ce côté. Il s'est rendu compte que je n'avais pas menti. Cette route n'a pas été faite. Nous l'avons aménagée avec l'aide de... Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis, entre autres, le président de l'interprofession de la filière bois du Cameroun. Lorsque Ezeka Makak a été coupé la première fois, je me suis battu seul pour le faire. L'année passée, le préfet à qui j'ai rendu hommage m'a demandé qu'il ne pouvait pas accepter que la route soit coupée entre Ezeka et Makak, parce qu'on attend l'État. J'ai donc mobilisé des collègues forestiers qui sont dans l'Union Ekele. Et la route passe. Ce n'est pas le fruit du marché public, c'est parce que des collègues dans la profession ont eu pitié de moi et sont venus au secours à la demande du préfet de l'Union Ekele, à qui je dis merci. D'accord. Alors, mais tous ces événements dont on nous parlait justement de la route qui est coupée à Makak illustrent quand même peut-être les difficultés qu'il y a avec à la mise en route la question de la décentralisation dans notre pays. Peut-être que si vous aviez plus de moyens, vous arrivez... Monsieur Zouris, il ne s'agit pas seulement de moi. Je vais faire un dessin. Vous savez, la décentralisation est un processus progressif, comme on dit. Tout à fait. Mais chez nous, il est un peu trop lent. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé, confère Constitution de 96. De 96, tout à fait. C'est-à-dire on a défini la vision. C'est-à-dire le président décide de le Cameroun par les communes en 96. Les premières lois pour mettre un contenu, c'est-à-dire je peux dire la réglementation et la législation arrive en 2004. Depuis 96-2004. Ça fait 8 ans, n'est-ce pas? L'instrument de mise en œuvre, c'est-à-dire pendant qu'on a fait les lois, il y a la Constitution, on n'a pas un instrument de mise en œuvre. Parce qu'en réalité, le MINAT à l'époque n'était pas dédié à la décentralisation. C'est pour ça que l'ordre des termes est important. C'est administration territoriale et décentralisation. Vous savez donc qu'il y avait un secteur d'État dédié à ça, c'est vrai, mais ce n'était pas l'instrument de mise en œuvre que les maires souhaitaient. Nous avons donc demandé au président de créer un instrument de mise en œuvre. C'est vrai que nous on attendait une agence. On a créé il allait au-delà, il a créé un ministère. Donc, je me résume un peu. La vision 96, le cadre juridique et réglementaire 2004, l'instrument de mise en œuvre 2018. Vous pouvez comprendre les... Maintenant, il ne s'agit pas d'avoir les moyens. Il faut d'abord bien structurer. Ce qu'ils font dans des endroits ailleurs, il y a le principe de proximité. Vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes à Yaoundé et vous voulez réparer un puits qui se trouve à Bankim, alors qu'il y a le maire de Bankim qui est à côté. Ça fait donc en réalité, c'est tellement structuré de façon, je ne qualifie pas, mais je dis c'est pas ce que moi j'aurais voulu qu'on fasse. C'est-à-dire, au Cameroun, on a fait proximité et subsidiarité. C'est-à-dire, l'État central peut faire et ou faire. Et généralement, comme il s'agit de financement public, les gens préfèrent faire, même s'ils échouent. C'est pour ça que vous allez voir dans la plupart des ministères de multiples programmes. Programme bananier plantain, programme cacao, programme ceci, au sein du ministère. J'ai dit, attendez, si on décentralise ces programmes, tous les secteurs vont se retrouver dans un état où tout le monde sera content. Mais lorsque vous êtes... Moi, je me rappelle, le ministre Ambassa, à son époque, avait demandé à ses directeurs
qui ne trouvait que des incompétences au maire. Parce qu'en bas, c'est celui qui a ramené l'entretien routier communal de 13 millions à 27. S'il était encore là, c'est un appel depuis au nouveau ministre, je pense qu'on serait à 100 millions. Et ses collaborateurs qui étaient opposés, il leur a posé une question au cours d'une réunion. Les axes lourds nous ont dépassés, les routes régionales nous dépassent. Comment voulez-vous gérer les routes rurales? C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Donc en réalité, il s'agit d'un conflit entre la vision du chef d'État et la mastodonte qu'on appelle l'administration, qui en réalité estime que nous ne sommes pas capacités, je ne sais pas en quoi, pour gérer les gros budgets. Vous imaginez qu'il y a des ministères qui transfèrent 1,5 million pour s'occuper des pauvres aujourd'hui? C'est ça le problème. Donc, dans les communes. Dans les communes. Vous savez pourquoi ils le font? Non. Parce que la loi est tellement générique. Elle n'est pas assez spécifique. Elle n'est pas du tout spécifique, elle n'est pas contraignante. Chaque ministère transfère ce qu'il veut, quand il veut, à la commune qu'il veut. Pourtant, on nous dit que les compétences sont transférées. Moi, je ne confonds pas les compétences aux prérogatives. Les compétences, c'est un ensemble. Hein. Les prérogatives, c'est le droit d'eux. C'est-à-dire, on a transféré pratiquement plus de 90% des prérogatives. On appelle ça abusement compétence. C'est-à-dire le droit d'eux. Mais en même temps, au nom du principe de subsidiarité, on a gardé les véritables compétences. En réalité. Ça veut dire que lorsque vous demandez à quelqu'un de transférer des problèmes, par exemple, d'eau, d'électricité, ça veut dire que la commune n'est pas capacité, n'a pas du personnel. Mais je dis, à quoi sert le délégué? Non, attendez. Lorsque l'État transfère ses compétences, il y a les hommes dedans. Lorsque vous avez le délégué de la culture qui est à Macaque, il fait quoi longueur de journée? Ce n'est pas au service de la structure. Non, parce que la commune, ça frustre un peu. Parce que la commune n'est rien d'autre que la structure chargée d'implémenter le développement économique, social, sportif, sanitaire et culturel. Lorsque vous appartenez à une structure de l'État qui implémente ce développement-là, vous êtes au service de la commune. Tout à fait. En tant que délégué, vous devez... Tout à fait. Donc en réalité, il suffit aujourd'hui qu'on mette en place une fonction publique locale sans même recruter. Tous les délégués d'enseignement vont au service de la commune et font la compétence technique de la commune. Si c'est fait, je n'ai pas de problème. C'est la première situation à faire. Maintenant, au niveau central, il faut qu'il y ait des contraintes, à la fois réglementaires et même fiscales et même financières. Je vous dis par exemple, au nom du principe du privilège du trésor contre les impôts, vous ne pouvez pas avoir un bar dès qu'il a dépassé 15 millions de chiffre d'affaires, il va à la patente. Ça vous échappe. Parce que c'est les impôts collectent et vous renvoie éventuellement la coûte-part commune après. Et du coup, le calendrier d'exécution des choses de la commune est dans les mains d'autres personnes. Ça, c'est bien. La deuxième chose, c'est que vous êtes un macaque. Chaque ministre envoie ce qu'il veut, quand il veut. Et il envoie surtout comme il veut. Ça veut dire que le maire fait tellement peur parce qu'il ne connaît rien, entre guillemets, qu'on ne fait pas des allocations ou des... Comment vous appelez ça? On ne vire pas l'argent dans le compte de la mairie. On ne fait pas de dotations. On fait ce qu'ils appellent les cartons, qui sont des dotations de dépenses. C'est-à-dire, on vous autorise à dépenser l'argent que vous n'avez pas. Vous imaginez? Moi, je vais dire c'est du mépris à l'endroit des maires, en réalité. Vous ne pouvez pas estimer que les gens qui gèrent des milliers de personnes, parce que la chance que nous avons, c'est que chaque ministre est originaire d'une commune. Tout à fait. Donc il faut qu'on revoie la situation de la décentralisation. Il faut qu'on, effectivement, et je pense que le nouveau ministre de la décentralisation va faire ses propositions au chef du gouvernement. De manière, je finis si vous permettez, de manière que les ministres aient des contraintes légales en matière de transfert et de compétences et de ressources. Quand vous dites par exemple, je prends un exemple bête, le budget de Cameroun qui dépasse les 4 000 milliards aujourd'hui, avec à peu près plus de 1 000 milliards de budget d'investissement. Si on donne 360 milliards, c'est-à-dire le tiers du BIP aux communes, et qu'on maintienne les structures du suivi et du contrôle de la dépense publique, qu'on évalue au bout de 5 ans, le Cameroun va changer. Mais qui gagne à ce que ce ne soit pas fait? C'est l'administration, je ne veux pas dire tout le monde, hein, mais les tenants du pouvoir administratif ont l'impression que si on laisse les maires faire leur travail, ils vont perdre leur pouvoir. Ils ne vont pas perdre leur pouvoir. Le chef de l'État qui regarde généralement de loin ce qui se passe, il risque de découvrir des nouveaux leaders. Ils ont un leadership local qui peut apparaître et qui puisse venir leur faire ombre. Donc en réalité, ils ont tout intérêt à montrer que les maires sont incompétents, ils ne connaissent rien faire et tout et tout. Malheureusement, ces gens, ça va se passer comme j'ai vu, je vous prendre un exemple. J'avais un grand frère qui était à la présidence de la République et qui avait étudié la mise en place de l'ANAFOR, qu'il avait rendu tellement dépendant du ministère des Forêts que lorsqu'il a fini, le président a nommé directeur général de l'ANAFOR. Il est mort aveugle. Parce qu'il croyait qu'il resterait à la présidence. Il a fait une proposition de manière que l'ANAFOR dépende entièrement du ministère des Forêts.
lorsqu'il était nommé DG de l'ANAFO, il s'est rendu compte qu'il avait fait une mauvaise proposition. Ces fonctionnaires qui se battent contre la décentralisation sont contre la vision du chef de l'État, contre le développement du Cameroun et même le développement de leur commune. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent être maires quand ils sont en retraite, comme si la mairie était réservée aux retraités. C'est un peu ça. D'accord. Alors, vous aviez évoqué déjà le ministre de la décentralisation et du développement local. Vous avez dit que vous auriez souhaité une agence, mais le chef d'État allait beaucoup plus loin. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ce ministère, il y a eu une réunion sur une réunion interministérielle sur le comité de développement local, comme on l'appelle. J'ai oublié quelque chose. Oui. Et qui a donc fait quand même un certain nombre de propositions. Oui. Il y a notamment qu'il faudrait donner plus de moyens aux communes. Il ne s'agit pas seulement de moyens. C'est-à-dire, le moyen est ce qui suit lorsqu'on a mis une structure véritable. Parce qu'en réalité, le problème, c'est quoi? C'est que pour être maire, il n'y a pas beaucoup de conditionnalité. C'est ce que pensent les autres. Il y a quel concept pour être ministre? Aucune. Il s'agit de la confiance du chef d'État. Pour le maire, il s'agit de la confiance des populations et du conseil municipal. Je comprends très peu que les ministres remettent en cause tous les jours les compétences. Ils ont donc peur, et quelquefois reconnaissons la raison, que lorsqu'un homme n'a pas pu gérer 10 millions, si on lui en donne 10 milliards, il ne pourra pas. Il préfère donc garder cet argent pour qu'il soit détourné à Yaoundé. Je dis non. Il faut, avec le nouveau ministère qui est arrivé, si ce ministère décide, je dis ce ministère parce que les ministres peuvent changer, mais si fondamentalement c'est ça la donne, si nous avons des maires qui peuvent travailler de connivence, de haute intelligence avec ce ministère, il va comprendre. Et du coup, il va effectivement faire le développement local. La peur que j'ai, c'est que ce soit un ministère comme les autres. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on veut donner du pouvoir à un ministère, on sait comment on le structure. Il n'a pas été structuré. C'est pas ce que vous nous dites. Non. Oui. Vous savez bien que le ministre d'État est au-dessus des autres ministres. Oui. Non, donc vous aurez souhaité un ministère d'État. Non, au-delà de ça même. Oui. Au-delà de ça, c'est-à-dire au niveau de la situation politique. Pour que les gens sentent que c'est un choix délibéré chef d'État pour développer le Cameroun. Parce que je ne sais pas ce qui vient avant, il n'y a pas de développement. On aurait même voulu un vice-premier ministre chargé de la décentralisation et développement local. Je ne peux pas désespérer que ça vienne demain. Parce qu'en réalité, dans le protocole que vous connaissez tous, il va arriver que lorsque le ministre pose ses problèmes, que ça transite par quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, il faut quand même remercier le chef d'État parce qu'il a déjà accepté de créer ce ministère. Maintenant, vous savez, chaque ministère vaut ce que l'envergure du ministre qu'on a nommé vaut. Et pour le moment, on n'a pas de raison de ne pas croire au nouveau ministre. Alors, mais est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faudrait à votre sens de faire de supplémentaire pour que vous venez d'expliquer qu'il faudrait un ministre d'État, vice-premier ministre, mais est-ce que ça suffirait? Ça ne suffit pas. Même si un nom premier ministre ça va suffire. Tant que le cadre légal et réglementaire est tel que chacun peut faire comme il veut, quand il veut, où il veut. Donc cette loi sur la décentralisation n'est pas bonne. Non, elle n'est pas complète. Il faut fixer des contraintes au ministre. Que chaque ministre sache, par exemple, que dans son budget d'investissement, voilà tel pourcentage qu'il est obligé de transférer aux communes et de façon équitable en fonction du niveau de chaque commune. Parce que l'équitabilité dont je parle n'est pas qu'on donne à Maka, ce qu'on donne à Yaoundé, non. Maka n'a pas les mêmes problèmes que Yaoundé. Mais je dis, à toute proportion gardée, les communes d'un même niveau devraient avoir les mêmes dotations de base. Je prends un exemple. Si on donne 1 milliard à chaque commune comme dotation de base, ce n'est pas l'argent qu'on va donner dans les poches des maires. C'est l'argent qui est, je dis, des dotations dans les comptes des mairies. Et la chance veut que aucun maire ne signe dans le compte, dans ce compte. Donc en réalité, l'argent est protégé. Ceux qui signent, c'est les receveurs municipaux qui sont nommés par l'État central et avec un collaborateur qui choisit. Tout ce que le maire fait, c'est refuser un collaborateur, mais il ne peut pas en désigner un. Donc l'argent est en sécurité. Vous comprenez? Maintenant, maintenir les mêmes structures de suivi, d'exécution et de contrôle de la dépense publique, ça va aller. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous avez 1 milliard dans le compte de la commune, vous avez à côté le plan communal de développement. À l'intérieur, la loi vous impose de ne pas sortir ce plan communal. Si vous voulez faire des forages, parce que c'est le problème numéro 1, il y a l'argent pour ça. Mais il n'est pas question que les gens restent et décident de ce que les communes vont faire chez elles. Vous voulez l'élection vous envoie de l'eau. Je vous prends un exemple. Makara bénéficie cette année d'une adduction d'eau dans mon village en Bing, c'est pour le plaisir du maire, et une autre à Minka, dans un village où il n'y a pas véritablement l'énergie électrique. Comment faites-vous pour faire une adduction d'eau au groupe électrogène, n'est-ce pas? L'État ne finance pas le carburant et l'entretien du groupe électrogène. La commune n'a pas ses moyens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se trouver avec une infrastructure que nous avons applaudie, mais qui en réalité est mornée.
si on avait demandé l'avis du maire qui reprend, ce ne serait pas ça. On aurait d'abord fait les routes, ça va un peu, on aurait fait l'électricité. Et après, l'eau. Donc, c'est un peu ce schéma qu'il faut corriger. Mais vous savez, lorsque vous parlez au Cameroun de quelque chose qui n'est pas bien fait, il faut d'abord commencer par dire ce qui est bien fait. J'ai dit, la création de l'instrument de mise en œuvre, c'est une très bonne chose. La situation actuelle commence à prendre corps, et donc commençons ensemble la décentralisation. Alors, justement, nous avions commencé à évoquer la question de l'UPC. Ça va nous permettre de la vider une fois. Si vous voulez bien. Nous allons la vider puisqu'il y a eu quelques événements très très graves ces derniers jours. Ah bon? En fait, je parle des événements des écarts où un député, le député Bapol Ipot, pour ne pas le citer, a été pratiquement violenté au cours d'une cérémonie. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement cette fois-ci? Vous qui êtes le secrétaire général adjoint en charge du suivi de l'action du parti. Et surtout suppléant de l'honorable Bapol. Suppléant de l'honorable Bapol. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était sur le terrain, vous n'étiez pas là. Oh, parce que je ne lui reconnais pas la capacité et la qualité de convoquer les réunions de l'UPC. Bapol Ipot, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que je suis son suppléant, je l'ai accepté, ne peut pas dire qu'il est secrétaire général d'un parti dont il refuse le congrès. Il a été membre du comité provisoire en 2013, chargé d'amener l'UPC aux élections, d'abord et au congrès après. On est allé aux élections, ça s'est bien passé. Lors du congrès, il n'est pas allé. Malheureusement, il est resté secrétaire général, alors que le comité provisoire était la négation de tous les groupes qui avaient été créés avant. C'est le principe. Ils sont allés au comité provisoire parce qu'il y avait eu 3 congrès. Et le comité provisoire était composé du secrétaire général et du président des bureaux des 3 congrès qui faisaient 6. Ça veut dire que lorsqu'on va au comité provisoire, on annule d'office tous les autres congrès. Il l'a accepté. Parce qu'il fallait gérer l'argent pour aller aux élections. Parce qu'il fallait devenir député. Il est. Maintenant, pour aller au congrès refuse, comment fait-il pour rester secrétaire général? Donc, tout part d'un conflit originel. Quelqu'un qui a accepté de dissoudre sa tendance. Parce qu'en allant au comité provisoire, on dissout la tendance. Mais lui, quand il sort des élections, il devient député, il redevient secrétaire général de sa tendance. Donc, il se passe pour établir les faits à Zeka que la réunion des ECA qui avait été pompeusement appelée meeting pour promotion du vivre ensemble avait été interdite par l'autorité administrative, faute de qualité du demandeur. Le sous-préfet avait interdit. Le sous-préfet, bien sûr, il est dans ses droits. Non, absolument. Parce qu'il est garant de l'ordre public. Maintenant, Bapol Ipot, l'honorable Bapol Ipot, pour être honnête, est allé avec le sénateur Leke. Philippe Leke. Et aller avec le fils de Ruben Ouniobe, dont on ignore encore le militantisme. Il est seulement le fils de Ouniobe. On ne sait pas s'il milite. On souhaite qu'il milite. Également le fils de Renard Wandji, qui est le fils de son père. Mais la qualité de milite. Je ne dis pas qu'il ne milite pas. Moi, je n'ai pas un président de militantisme pour ces gens-là. Je n'en ai pas. Il est possible que chacun milite là où je ne connais pas. Je ne suis pas le bon Dieu. Ils se sont donc retrouvés pour embarrasser l'autorité administrative. Ils ont voulu tenir leur meeting. Malheureusement, les militants en ont eu marre. Et fort du refus de l'autorité administrative, ont mis en exécution de ne pas permettre, mais sans violence, que le meeting se tienne. Vous savez, vous ne pouvez pas condamner une chose. Moi, j'ai condamné, j'avais vu une fois ici la Presbou, la Jabi, violenter un peu les députés. Je ne peux pas accepter qu'on le fasse d'un député, même si on n'est pas d'accord. Donc, ce n'était pas avec violence, mais on leur a dit que vous ne tenez pas de meeting ici, parce que l'autorité n'a pas autorisé ça, et parce que vous n'avez pas qualité. Sous l'insistance, il va sans dire que vous savez, on ne fait pas des sans casser des œufs. On a dû leur interdire de descendre de leur voiture. C'est ce qui s'est passé. Donc, ils n'ont pas pu descendre de leur voiture. Si c'est ça la violence, c'était ça. Mais comme il y avait les forces de l'ordre, les forces ont pu les, je peux dire, exfiltrer. Ils sont partis. Et je n'ai pas encore un compte rendu de blessés par rapport à ce que vous appelez pompeusement événement des ECA. En réalité, les ECA, c'est un épiphénomène. Si l'honorable Bapol Ipot, qui est une opportunité pour l'UPC, moi je le pense, pouvait comprendre qu'en réalité, on ne devient pas secrétaire général par la naissance, pas par l'appartenance ethnique, pas parce que j'ai été avec tel, on devient parce que les populations et les militants le veulent bien. Il faut venir au Congrès pour son cas. Vous trouvez que c'est une opportunité? J'ai dit bien que Bapol Ipot, comme les autres, Bapol Ipot, Philippe Wandji, Leke, Wandji, mais il travaille beaucoup sur le terrain. Attendez, je dis c'est une opportunité pour l'UPC. Mais il se passe que Bapol Ipot, pour son cas, a été exclu. Il a été régulièrement exclu. Et à l'époque, il avait dit qu'on ne peut pas l'exclure d'une histoire à laquelle il n'appartient pas. Moi, c'est aussi un ami. Hein. Il sait de quoi je parle s'il nous écoute. Bapol Ipot
ne peut pas estimer qu'ayant été exclu, qu'il continue à être. Au nom du mandat qui n'est plus impératif, il est resté député. Je pense on ne peut pas dans un régime de parti, parce que pour être député au Cameroun, il faut appartenir à un parti politique. Je ne peux pas continuer à accepter que des gens devenus députés ne dépendent plus de leur parti. C'est vrai qu'on va arguer des libertés individuelles, je suis d'accord, mais je dis, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Bappo Lipote ne peut pas se mettre à part au nom d'un parti duquel il a été exclu. Et je lui ai dit qu'à l'UPC, la différence entre les autres partis, c'est que nous avons deux formes d'exclusion. Il y a l'exclusion et la radiation. Un exclu, parce que, sauf si tu es exclu au Congrès, tu ne reviens pas. Mais si tu es exclu par un organe inférieur au Congrès, tu as le droit de recours pour le Congrès. Ça fait 2 fois, il ne le fait pas. Le prochain Congrès, j'ai peur qu'il passe à la radiation, ou même le comité directeur. Donc, il ne faut pas que les gens prennent ça comme quelque chose de très sérieux. C'est un épiphénomène en réalité d'un homme qui, sur le plan, c'est mon avis, agonise politiquement. Et aujourd'hui, il fait du feu avec toutes les formes de bois. Parce qu'il sait bien qu'aux prochaines échéances, dans tous les cas, même s'il venait à se réconcilier avec son parti, il ne serait pas réinvesti. Parce qu'il est, je pense que c'est un homme qui doit être aujourd'hui dans une posture de quelqu'un qui dit je n'ai rien à perdre. Donc, Ezeka, c'était l'expression des militants, l'expression, je peux dire, du ras-le-bol d'un militant, d'un ex-militant, il faut le dire, mais d'un député, qui compte faire peur aux autorités administratives avec son échappe de député. Ok. Donc là, il y a quand même... vous souhaitez quoi? Lorsque vous avez été élu adjoint de M. Balaguer, vous lui avez tendu la perche? Vous avez... Je veux dire, depuis avant, le jour où le comité voulait suspendre, non, on l'avait déjà suspendu. Un comité siégeait le lendemain, il s'est allé le voir à son hôtel. Pour lui dire, j'estime qu'il faut qu'on aille au comité directeur afin de bloquer son exclusion. Je vous fais grâce des insultes que j'ai récoltées ce jour. Après, je lui ai dit, bon, comme par orgueil tout simplement, tu ne veux pas y aller, les tests du se permettent que tu mandates un camarade pour te défendre. Donne-moi un mandat pour que je te défende. Il m'a encore insulté. Malgré ça, le lendemain, comme je l'ai défendu, et pour la première fois, j'ai vu Lucas Basile, secrétaire général à l'époque, et on en a vu toi s'entendre de façon honnête et permanente pour exclure Bappo. Bappo exclut à la régulière, il n'y a pas de souci. Donc en réalité, mais moi je dis que là, le recours du Congrès reste une opportunité. Je ne suis pas de ceux qui pensent que dès lors qu'on n'est pas d'accord avec l'autre, il faut le voir hégémonie. Non, je ne le dis pas. Mais je dis, tout le monde est à la discipline du parti, qu'on soit maire, député, premier ministre ou quoi. Nous sommes à sa discipline. Bappo est un homme qui est indiscipliné. Et je dis, il a la chance qu'il n'est pas encore radié. C'est l'occasion. Je fais d'ailleurs un appel qu'il vienne se réconcilier avec en faisant un recours au prochain congrès qui se tiendra, je crois, dans 2 ans. Et alors, justement, à propos du congrès 2017, il a dit qu'il n'avait pas reçu l'invitation du préfet, contrairement à ce qu'on a entendu que tous les partis avaient été invités par le préfet. Qu'est-ce que vous en... Non, je dois dire non, il faut que Bappo soit un peu sérieux. Il avait bien écrit au préfet en disant... Le préfet n'a pas adressé une invitation individuelle aux gens. Des gens avaient saisi le préfet pour que le congrès ne se tienne pas, parmi lesquels Bappo. Ah, d'accord. Oui. Il avait saisi le préfet pour que le congrès ne se tienne pas. C'est là que le préfet intervient dans ce... Bien sûr, le préfet intervient et demande à tous ceux qui lui ont adressé des courriers de venir. À l'époque, Lucas Basile avait adressé un courrier au préfet pour que le congrès ne se tienne pas. Demande-lui, est-ce qu'il a un courrier du préfet l'invitant formellement? Non. Le préfet avait reçu 3 courriers. Le président de l'époque avait adressé un courrier pour déclarer le congrès. Lucas Basile avait adressé un courrier pour que le congrès ne se tienne pas. Bappo avait adressé un courrier pour que le congrès ne se tienne pas. Ils ont dit aux 3 personnes et leur groupe de venir. C'est à l'issue de cette concertation. Et je dis encore que, sans dire au préfet merci de façon particulière, il est dans son rôle. Parce que si un parti tient un congrès qui se déroule mal, il peut avoir des problèmes qui peuvent arriver à des morts. Le préfet a demandé aux gens de venir. Il n'est pas venu. Mais au-delà de ça, il a été notifié de sa suspension, de son exclusion. S'il est à l'UPC, parce qu'il y en a qui disent qu'il est... Parce qu'il y a une autre version qui dit, et qui n'est pas très fausse, qu'en réalité, Bappo, ancien secrétaire général du MLJC, est venu à l'UPC par effraction. Mais moi, je dis, effraction, on l'a laissé militer, on l'a laissé faire. Parce que maintenant, les textes disent que l'admission d'un dirigeant d'autre parti à l'UPC doit être ratifiée par le comité directeur. Et moi, j'ai cru lire une disposition d'une raison de comité directeur qui demandait à Bappo d'aller régler son problème au comité directeur. Ça n'a pas été fait. Donc, en réalité, je ne sais pas si aujourd'hui, il faut véritablement parler de ça. Bappo devrait être modeste. Venir au comité directeur, on peut tout régler le même moment. Mais voilà, vous lui conseillez là d'aller au comité directeur ou alors au congrès
Mais est-ce qu'à défaut, s'il ne le fait pas, on va encore résoudre des écarts, on va carrément... Dans tous les cas, vous posez là une question qui doit être posée à l'autorité administrative. Parce qu'en réalité, aucun parti n'est garant de l'ordre public. Les partis concourent à l'expression du suffrage, c'est leur rôle. Tout à fait. On est dit aux militants, c'est vrai, mais on ne peut pas être rendu comptable de l'ordre public. Nous, on dit c'est pas aux autorités administratives qu'ils savent bien qu'un congrès s'est tenu en 2014, l'État en a pris acte. Oui. Et nous s'est tenu en 2017, l'État en a pris. Ils ont été tous notifiés. Ils savent bien qui peut parler au nom de l'UPC. Donc, c'est celles des autorités qui s'amusent, je peux dire s'amusent, à permettre à Bapor de parler parce que les députés, en arguant que les secrétaires généraux savent ce qui peut se passer. Ce n'est pas des menaces, mais j'ai dit l'ordre public est du ressort de l'autorité administrative. Il convient de ne pas laisser. Si moi je dis demain matin que je suis secrétaire général des DPC, on va me laisser dehors. Si je m'en vais à Ezeka, ou à Yaoundé 2, Yaoundé 3, demander que je tienne une réunion, j'informe le sous en disant que c'est moi le secrétaire général des DPC, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai peur qu'il m'interpelle. Mais pourquoi lorsque c'est l'UPC, on dit arranger ça entre vous? Non. C'est un peu comme, permettez-le que je fasse un peu ce ping-pong-là, l'histoire du monument de Oumniobé que certains chefs très éclairés de Douala, canton Bel, ont cassé. Ça n'a rien à voir avec l'UPC. Rien à voir. Sur le plan du cœur, on est un peu choqué, mais j'ai dit, sur le plan du droit, on a une loi qui réhabilite Oumniobé. C'est un héros national. Oui. Des fonds publics sont engagés pour construire un monument y dédié. Les gens le détruisent. Il faut qu'ils aient la même... Il devrait être en prison en ce moment. Dans tous les cas, je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque M. Samen, activiste, et Mbamasso sont allés casser la statue de l'éclair, ils sont passés au tribunal. On n'a pas attendu que Biya se prononce à Yaoundé. Le progrès autour de ce dossier, c'est la même chose. Lorsque des chefs qui ne sont pas protégés par une quelconque immunité attaquent les biens de l'État en les détruisant, on fait quoi? Il faut les arrêter. J'ai dit, il faut que la justice s'auto-saisit du dossier. Arrêtez, je ne sais pas si la loi permet les arrêter. Mais j'ai dit... Vous dites que c'est un dossier qui ne concerne pas l'UPC, mais c'est quand même un dirigeant de l'UPC. Je voudrais vous dire... Est-ce que l'UPC ne va pas engager... Vouloir ramener Oumniobé à la dimension UPC est un mépris à son endroit. Je voudrais vous dire quelque chose. Pas du tout. Mais rassurez-vous qu'au prochain comité d'État, l'UPC prendra une résolution pour en parler. Mais j'ai dit... Nous, l'UPC ne va pas se lever pour aller battre le chef Sawa. Oui, tout à fait. Pour les insulter, mais est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse que l'UPC porte plainte contre ce chef Sawa? Je peux vous dire non. Vous savez pourquoi? Non. L'UPC ne doit pas remplacer l'État. Nous sommes un parti républicain. Lorsque, si demain matin, les chefs étonnent où est bâti le palais de Toudi, se mettent à casser la barrière du palais, qu'est-ce qui va se passer? On va demander à la DPC d'aller intervenir? Non. Il faut qu'on fasse comme en République. Des gens ont attaqué les biens de l'État. Fussent-ils chefs, il faut qu'ils répondent de leurs actes devant les juges compétents. Maintenant, l'UPC sur le plan politique va sûrement attirer l'attention du gouvernement là-dessus pour dire, en réalité, c'est les biens publics qui ont... Lorsqu'un homme détourne l'argent, est-ce qu'un parti politique porte plainte? Non. Nous allons interpeller le gouvernement pour demander qu'ils fassent exactement leur travail. Comme ils l'ont fait, lorsque Mbouamasso et Sama sont allés casser la statue du général Leclerc. C'est la même chose. Maintenant, sur le plan politique, je ne peux pas comprendre que ce soit un problème de... Bon, c'est vrai que la coïncidence veut que quelques jours après cette casse, que les chefs Sawa aient adressé une motion, un appel au président Paul Biya. Bon, je pense que c'est une forme de couverture. Ça ne les met pas à l'abri. Les gens posent un acte délictuel et appellent le chef d'État à se présenter. Je pense que le chef d'État, s'il écoute ce genre de sa connerie, il devrait demander au chef Sawa d'aller répondre devant la justice en réalité. Parce que si je dis que c'est parce qu'ils sont contre l'UPC, c'est ramener Oumniobé à la dimension de l'UPC. Non, Oumniobé est une propriété nationale. Évidemment comme l'UPC, parce que la différence entre l'UPC et les autres partis, c'est que dans les autres partis, les gens ont créé leur parti, ils sont à la tête depuis très longtemps. Quand vous dérangez, vous foutez dehors. L'UPC, vous savez pourquoi ça ne marche pas beaucoup? Du moins l'impression que ça marche beaucoup. Parce que, c'est la propriété de chaque Camerounais. Chaque Camerounais se sent le droit de dire quelque chose pour l'UPC. Donc en réalité, ce n'est que ça. Mais nous ne pouvons pas nous approprier Oumniobé. Oumniobé est certes le leader charismatique du l'UPC, mais il appartient au peuple camerounais. C'est une loi qui l'a dit. De par son œuvre, il appartient à l'Afrique et au monde. Je n'entends pas en faire une affaire personnelle. Non, ce n'est pas vrai. C'est le piège que vous nous tendez, on ne tombera pas dans ce piège. Alors, on a bien entendu au sujet de Oumniobé, de l'UPC, de l'affaire du monument dédié au leader de l'UPC il y a quelques semaines qui a donné lieu à un débat très vif dans l'opinion publique camerounaise. Alors, autre préoccupation ces jours-ci, c'est la nomination de nouveaux responsables à la tête de l'ECAM, M. Sylvestre Niak-Niak. On a nommé M. Éric Essoussé à la tête de l'ECAM, ainsi que
Abdoul Karimou, à la tête de la direction générale des élections, Éric Essousset, directeur général adjoint, M. Abdoul Karimou. Un commentaire? La première chose qu'il faut dire, c'est que le président de la République est dans son rôle. Mais l'inquiétude que moi j'ai, avant l'inquiétude, j'ai fait une observation, c'est que le président n'a pas voulu d'un chamboulement à Elécam. Ça peut vouloir dire au niveau de l'arithmétique politique qu'il tient à convoquer le corps électoral. Il n'entend pas chambouler la structure, l'organe qui organise les élections. Ça, la deuxième chose, c'est que il y a un minimum de galanterie qu'il faut avoir en politique. Éric Essousset, me semble-t-il, serait, si pas le conditionnel, encore parce qu'il était bien militant du RDPC. C'est vrai que la loi n'impose pas au président de nommer ceux qui ne sont, de ne pas nommer ceux qui sont au RDPC à l'ICAM. C'est la loi qui le dit. Il peut nommer même le président de section. Mais il me semble qu'il paraîtrait que Éric serait encore membre, vice-président de la section RDP, une section dans l'ONCAM. Ça, c'est le DG. Pour le DGA, il n'y a pas longtemps, je l'ai entendu insulter les dirigeants d'autres partis politiques dans les médias. Un processus électoral, on y croit d'abord. Il doit être l'objet d'un consensus politique. Mais lorsque des gens sont nommés d'autorité, c'est vrai que la loi le permet, mais qu'ils ont un passif militant assez criard. Vous comprenez qu'on va dans un processus d'avance remise en cause. Et ça ne passe pas de l'apaisement électoral, parce qu'en réalité, pour qu'on ait des élections paisibles, il faut que le processus soit, que les gens s'en approprient. Je ne sais pas ce que pensent les autres membres des autres partis, mais Éric Essousset est bien celui qui a géré la censure administrative dans son temps au ministère de l'administration territoriale. On sait ce que ça voulait dire, vous le savez nettement mieux que moi. Il est, si les informations en ma position sont vraies, vice-président d'une section dans l'ONCAM, Abdoul Karimou, c'est pas gentil, c'est pas galant. Donc c'est pas crédible. Le problème, c'est qu'on n'a pas une mesure de neutralité. C'est-à-dire, on peut être militant du RDPC et être neutre lorsqu'on est nommé ailleurs. Mais c'est une inquiétude quand même. Une inquiétude. Mais le président est dans son rôle. Il a nommé qui il voulait. Et on attend de les voir à l'œuvre. Mais j'ai dit que le Cameroun mérite mieux que l'ECAM. Il faut le dire clairement. On était passé d'ONEL 1, ONEL 2, on est passé à l'ECAM. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Je voudrais vous dire quelque chose. Le processus électoral doit être l'objet d'un consensus politique. Le consensus politique ne s'accommode pas des élections. Ça veut dire que lorsqu'on est en crise, on s'assoit pour discuter, pour promouvoir la paix. On s'entend. Aux élections, quelqu'un qui est majoritaire amène le processus aux élections. Non. Ça veut dire qu'il n'est pas question que lorsqu'on a convenu de quelque chose sur le plan politique, qu'on revienne là-dessus au nom de la majorité dans un parti, dans les institutions. Non. Et l'ECAM ne fait pas encore l'unanimité. Parce qu'au départ, il se passe malheureusement, et c'est la loi qui le permet, le chef d'un parti désigne les membres de l'ECAM. Il est chef d'État, on le reconnaît. Le droit lui donne la capacité de nommer. Mais il ne peut pas se départir de sa qualité de chef de parti. Et je vais vous dire autre chose qui est peut-être très grave. Lorsqu'on a presque 56 ans de service comme le chef d'État, 56 ans, c'est une grâce. Mais 56 ans après, je peux vous dire que le président ne peut même pas connaître les gens avec qui il doit travailler. Parce que personne ne peut survivre à 2 ou 3 générations. Tout à fait. Vous et moi, M. Legault, dans 20 ans, vous pourrez parler de vos camarades de classe, de vos aînés immédiats et de vos cadets immédiats. Mais si on vous parle des enfants qui seront nés, je ne sais pas moi, en 2010, vous ne les connaissez pas. Le président est dans ce genre de posture, malheureusement. Et du coup, ceux qui sont, parce qu'on ne demandait pas à un président d'aller chercher les gens au quartier pour les nommer, ceux qui sont chargés de lui proposer des gens pour nommer, gèrent d'autres choses. Et je peux dire, gèrent la guerre. Parce qu'en réalité, le processus électoral participe de la prestation de la paix. S'il est vicieux au départ, du moins si les gens en ont l'impression, il y a un problème. Et je vais vous dire l'impression que les gens ont. Ils pensent que les élections sont gagnées d'avance. C'est un problème. Et du coup, il y en a qui ne s'inscrivent pas. Parce que dans tous les cas, à quoi ça sert à quelqu'un d'aller perdre son temps pour s'inscrire, ça ne va servir à rien. C'est pour ça qu'à l'UPC, on dit qu'il faut vider le contentieux historique. Ça me donne l'occasion de parler également de la crise anglophone. Peut-être que vous n'avez pas prévu ça. Mais j'ai dit, vous pouvez rétablir l'ordre. Par la force. Par la force. Mais la paix, c'est une histoire de dialogue entre frères. Parce que la paix est une histoire de cœur. Si quelqu'un est calme, se tait, se résigne, vous n'avez pas la paix. Vous comprenez? Donc il faut être honnête avec le chef d'État pour lui dire ce que nous faisons, ce qu'on lui fait faire chaque jour. C'est vrai qu'on va me dire que ce n'est pas respecter le chef de l'État parce que je dis qu'on lui fait faire, mais c'est vrai. Le maire de Maca que je suis
ne peut pas dire qu'il est à l'origine de tous les actes qu'il pose. Mais moi, je suis mes collaborateurs. Quand vous m'avez trompé une fois, je m'en débarrasse. Le chef d'État aujourd'hui est multigénérationnel. Et du coup, il a des problèmes pour nommer les gens. Je ne dis pas, et c'était déjà DGA. Mais un DGA n'est pas DG. DG, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Donc, en réalité, je pense que nous méritons mieux. Il faut qu'il y ait un consensus politique pour mettre en place l'organe qui va organiser et gérer les élections. Ce n'est pas encore le cas. On peut être hypocrite parce qu'on veut quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas l'ICAM. Même le Conseil constitutionnel. Vous croyez que je peux être militant de l'UPC? Mon épouse, activiste au RDPC, estimer que je suis... Enfin, c'est pas moi. Vous estimez ça, c'est pas vrai. Donc, en réalité, il faut faire très attention. Le président de la République nous tient un discours de paix. Mais j'ai l'impression que ses collaborateurs, l'administration qui accompagne ces actes, qui doit mettre sa vision en œuvre, ils ont des actes de guerre. Lorsque vous avez un système qui est vicié d'avance, les gens le savent, ils le décrient, vous ne bougez pas. Vous comptez sur quoi? Lorsque les gens, je peux dire, des crimes sont commis dans un village, aujourd'hui c'est deux régions, reconnaissons que l'UPC est attaché à l'unité du pays parce que nous avons œuvré pour la réunification et l'indépendance du pays. Nous ne pouvons pas accepter que le pays se divise, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les gens commencent à crier, même à tort? Il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Et ceux qui conseillent le chef de l'État dans ce domaine ont l'impression qu'ils vont utiliser la force. Pour moi, la force utilisée là-bas était un instrument de détournement de fonds publics. Bien sûr, M. Zogo. Vous savez, lorsqu'il faut mobiliser 2000 personnes pour aller faire la guerre, ça coûte de l'argent. Que ces gens mangent. Il faut qu'ils mangent. Il faut mettre des véhicules, ça coûte cher. Et moi, j'ai dit, le président de la République, qui, de mon point de vue, est le seul qui peut gérer ce dossier, a tout intérêt à convoquer un dialogue national, qui trouve le format, qu'il convoque, qu'il préside. Je pense que lorsqu'on a son expérience, il y a des choses que tout le monde attend de lui, et pas de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, lorsque vous avez un chef d'État qui a le privilège d'avoir passé 56 ans de service dans la haute administration, vous pouvez lui faire le procès de tout, mais pas de l'expérience. Il a l'expérience, il a été formé par la mauvaise école, il a tous les atouts en réalité pour parler avec ses frères. Maintenant, ceux qui estiment qu'il faut fixer un ordre du jour qui soit exclu, je dis non. Lorsque les frères se retrouvent, on parle de tout. Et au bout d'une heure, on se rend compte qu'il y a des problèmes qui ne sont pas pertinents, on les évacue tous. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des Camerounais qui aient un discours pertinent qui puisse nous amener à la sécession, je ne suis pas sûr. Mais à force d'utiliser d'autres moyens que ce que les gens attendent, les gens finissent par s'approprier des réflexions qui ne sont pas les leurs. Absolument. Si vous allez à Bamenda, il n'y a pas 2% de gens qui pensent à la sécession. Mais lorsque les gendarmes arrivent pour pourchasser les sécessionnistes, il peut arriver que les effets induits de cette pourchasse atteignent des gens qui n'ont rien à voir dedans. Et du coup, ils commencent à dire que l'armée a tiré même sur eux. Et vous savez, le subconscient humain va généralement vers les gens qui pensent être faibles. Aujourd'hui, on pense que les sécessionnistes sont faibles et que l'État est fort. Il faut éviter ça. Il faut évacuer ce dossier en mettant ces sécessionnistes, je peux dire, en minorité. C'est-à-dire en discutant au moins avec le peuple qui est resté tranquille, qui est resté honnête vis-à-vis des institutions au moins. Alors, justement, vous évoquiez dans les élections, vous avez fait une critique au sujet de l'ECAM. Alors, le SDF dit qu'il y a le vote dans les casernes, par exemple. Le SDF a écrit à l'ECAM et a demandé qu'il y ait suppression de ce vote et qu'il entendait manifester dans les jours qui viennent s'il n'y a pas de réponse. Est-ce que l'UPC va s'associer à une démarche comme celle-là? Je ne suis pas l'UPC, c'est vrai, je suis secrétaire général adjoint seulement. Je voudrais vous dire quelque chose, je pense. Parmi le SDF, l'UNDP, je suis désolé d'en parler, les autres partis qui ont été créés dans les années 90-91 ont faussé le jeu démocratique. Parce qu'ils sont arrivés en 91, 92, 91, en pensant qu'ils vont vivre des cendres de l'UPC. Ils avaient pour ambition principale de tuer l'UPC et de récupérer l'âme. Malheureusement, l'âme n'est pas... Elle est immortelle. Elle est immortelle, elle n'est même pas cessible. Et du coup, on se retrouve là aujourd'hui. Ceux qui combattent l'UPC sont beaucoup plus dans ce que vous appelez opposition que dans le régime en réalité. C'est la vérité. Ce qui veut dire qu'en réalité, lorsque vous avez des citoyens camerounais que vous voulez écarter du processus électoral, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Et je voudrais vous dire, c'est la deuxième erreur politique que le SDF commet. Je me permets de faire un jugement qui n'est peut-être pas de valeur. Mais en 92, le SDF avait estimé que s'ils prenaient le pouvoir, ils allaient dissoudre l'Assemblée. Pendant que leur dossier était en étude à l'Assemblée nationale, ils leur promettaient la dissolution quand ils sont élus. Moralité, instinct de préservation de la vie, même politique obligeant, on a évacué les SDF. Donc je pense que pour prendre le pouvoir dans un pays, il faut commencer par assurer les grands corps de l'État. Vous ne pouvez pas menacer les grands corps de l'État et prendre par le pouvoir. Vous ne pouvez pas. Les militaires sont aussi des citoyens camerounais. Ils ne doivent pas voter dans les casernes, non? Il ne s'agit pas de ça. Les casernes, c'est au Gabon.
Mais comment est-ce que... Le problème est ailleurs. Est-ce qu'elle est capable d'assurer le suivi dans le casier? C'est le problème. Il faut qu'on pose le problème autrement. Les militaires doivent être casernés parce que vous savez, un militaire qui n'est pas caserné perd de sa forme. Le militaire qui pose des actes républicains qui vont contre quelquefois la vie des populations. Vous savez que pour les populations, tuer un assassin, c'est tuer quand même. N'est-ce pas? Lorsqu'il faut le tuer et aller habiter à côté de sa maison, faites quoi? Donc, il est normal que certains militaires pour la vivent dans les casernes. C'est normal. Maintenant, est-ce que l'ECAM a les moyens d'aller sur le processus dans les casernes? Je pense que l'ECAM peut les avoir. Il y a bien celui qui nomme le DG de l'ECAM, c'est lui qui est le chef supérieur des armées. Donc, il faut qu'il s'adresse un courrier au chef d'État de permettre à l'ECAM, s'ils ont la preuve que l'ECAM ne suit pas dans les casernes. Mais moi, il me semble qu'à un moment donné, il y avait des résultats assez contestables au quartier général, à un moment donné. C'est bien les militaires. Et le quartier général, c'est bien les casernes. Donc il ne faut pas composer les faux problèmes. Le vrai problème, c'est de trouver le bon organe qui va conduire les élections. Le reste, les militaires, les policiers, autres sont des Camerounais qui ont droit au chapitre. Maintenant, est-ce que cet organe mis en place peut assurer le compte dans les casernes? J'en sais rien. Mais il faut poser le problème. Il faut adresser le problème au chef de l'État lui-même. Parce qu'en nommant le DG de l'ECAM, il pose un acte républicain. En permettant à l'ECAM de travailler partout, c'est notre acte républicain. Voilà, alors nous allons terminer par les élections 2018 au Cameroun. Déjà les sénatoriales qui se sont tenues. 0 siège pour l'UPC, mais un sénateur qui a été nommé, Philippe Lequet, par le président de la République, parmi les 30 sénateurs nommés. Et alors, un commentaire sur les sénatoriales? La première chose pour les sénatoriales, c'est que l'UPC est allé au sénatorial pour poser un acte républicain. Lorsque vous avez moins de 300 conseillers municipaux sur plus de 10 000, la circonscription électorale étant la région, il va sans dire que la dispute du parti obligeant, vous n'aurez pas de sénateur élu, on le savait d'avance. Mais il était question de marquer notre présence, parce que vous ne pouvez pas avoir revendiqué la mise en place du Sénat et refuser d'être candidat au sénatorial parce que vous êtes sûr de perdre. On s'est dit qu'en allant au Sénat, on posait un acte politique, que l'UPC est d'accord pour la mise en place du Sénat. Moi, de la salle, l'UPC pose un acte politique. Vous savez que, j'en parle ici, il y a des gens qui prétendent qu'ils vont investir dans l'UPC pour créer du désordre. Nous avons voulu créer ce qu'on appelle en droit la loi du précédent. Vous ne pouvez pas avoir appelé un précédent à voter un autre parti. Et que le parti appelle à se voter. Et prétend après investir des candidats au nom de ce parti. Est-ce que vous comprenez, M. Legault? Donc en réalité, l'UPC a gagné ses sénatoriales. Vous savez, le gain est une fonction de domaine de définition. Moi, je suis un mathématicien. Lorsqu'on commence à étudier une fonction, on définit le domaine de définition. Le président avait défini son domaine de définition. Être présent, nous l'avons été. Dès lors que 2 listes ont été retenues par l'ECAM, nous nous sommes dit, l'ECAM sait déjà que c'est nous qui devons investir. C'est-à-dire l'UPC, normal. Pas l'UPC qui s'improvise là-dehors. C'est le premier que nous avons donc gagné. Maintenant, je voudrais observer que j'ai représenté l'UPC à la séance de plein droit au Sénat. Lorsqu'on présentait les sénateurs, au lieu on citait les partis politiques. Lorsque Doyen a cité les sénateurs nommés, il n'a pas cité de partis politiques. Parce que la loi, pour le moment, ne donne pas le devoir au chef de nommer dans les partis. Il peut nommer ailleurs. Par coïncidence, il se passe que le sénateur Lequet est celui qui avait été proposé par l'UPC, avec la signature de Jean Baleguel, comme devant conduire la liste des sénateurs du Sud-Ouest. Faute d'argent, la liste a été rejetée. Et nous n'avons pas à l'époque saisi le conseil, parce qu'on savait qu'en réalité, c'était normal. Donc nous sommes allés au Sénat pour ça, et on en est fiers. Maintenant, pour les autres élections, je vous dis quelque chose. Depuis 1992, l'UPC a décidé de ne plus jamais être absente de là où est l'avenir du Cameroun. Avec le congrès de 2017, nous avons dit que l'UPC prendra part à toutes les élections. Vous voulez qu'on vous dise mieux? L'UPC prendra part à toutes les élections. Il y aura un candidat à l'élection présidentielle? Bien sûr. Rassurez-vous, en attendant que le comité se propose. Parce qu'en réalité, l'UPC est un parti où on ne croit pas qu'on déclare une candidature. On construit une candidature. Vous comprenez? Et nous, à l'UPC, nous construisons la candidature en interne et à un moment donné, le choix est fait. Le comité directeur va se décider au moment venu parce que c'est l'organe délibérant qui gère le parti entre deux congrès. Mais le principe est là que l'UPC prendra bel et bien part à toutes les élections qui seront organisées au Cameroun aujourd'hui et demain. Alors, les autres candidats, alors par exemple, le président Biya, vous estimez, il devrait y aller encore? On a entendu des gens dire qu'il ne faudrait pas que le président Biya n'y aille pas. Mais écoutez, il devrait y aller encore, vous pensez?
Je n'ai pas dit que le président Biya aille ou non. Le président Biya est chef de son parti. J'en ai rien à foutre. Maintenant, les textes, apparemment, hein, parce que j'ai quand même pris la peine de lire les textes de ce parti, pas pour y adhérer, j'en ai jamais eu l'intention, mais pour savoir comment les contrecarrer le moment venu. Apparemment, leurs textes disent que le président du parti est président, est candidat naturel aux élections. Tant que le président Biya n'a pas été remplacé à la tête de son parti, il est candidat. Mais ça ne nous concerne pas. Le président Biya doit être candidat, ça nous concerne. Pourquoi moi j'appellerais ne pas à ce que Biya ne soit pas... D'abord, nous on n'a pas à voir s'il est candidat. On n'est pas pour les appels à candidature. On est non plus pour ceux qui rejettent. Maintenant, est-ce que le peuple est souverain pour les élections? J'en sais rien. C'est ça le problème. Si le président Biya est désigné par son parti, comme ça semble être le cas, quel est le problème? Il n'y en a pas. Les autres doivent se battre pour le battre. On n'a pas à faire un anti en disant que comme il est comme ça, il ne doit pas être candidat. Parce que la Constitution, pour le moment, ne limite pas. Ne limite pas. Oui, c'est vrai que c'est mon point de vue quand même qu'il y a une limitation pour permettre une alternance paisible. Mais pour le moment, on respecte la Constitution qui est là, elle ne limite pas. Donc aucune raison de dire que quelqu'un... Il s'agit du président Biya, de Frundi, de Bello et tout. On s'en fout éperdument. Parce que dès lors qu'ils ne sont pas militants de l'UPC. Maintenant, la vraie question c'est que quel est le porteur robot de candidat de l'UPC? Le porteur robot de candidat de l'UPC, c'est qui? C'est celui qui accepte de porter ce que l'UPC a dit. Il ne s'agit pas d'un homme qui vient nous imposer son plan. J'ai entendu qu'il y a dans un parti qui ressemble au ciel, que je ne vais pas citer, qu'un candidat amène son plan de son projet de société pour l'imposer au parti. L'UPC est le contraire. Ceux qui ont créé le parti UPC ont créé un plan de société. Le projet politique est là. Il faut le réajuster en le mettant en face par rapport au contexte. Mais il est là. C'était réunification du Cameroun, indépendance du Cameroun, élévation plus, non pas élévation, c'est élévation plus rapide du standard de vie. Plus rapide parce que nous on estimait qu'à l'époque on était les plus aguerris pour le faire. Les autres qui ne voulaient pas l'indépendance ont eu le pouvoir et tout le monde sait là où on est. Donc en réalité, il s'agit pour l'UPC de dire, nous voulons aujourd'hui, nous sommes en plein procès de la réunification avec la crise anglophone. Tout à fait. C'est ça le problème. Ça veut dire en réalité... On n'a pas fait la réunification parce que Oumniobé avait dit en 57, excusez-moi de le citer parce que quelquefois on dit que les esprits sont dans le passé. Il avait dit, si la réunification se déroule après l'indépendance, elle va se dérouler dans le sang. Parce qu'en réalité, la fraude électorale qui a concouru à la réunification du Cameroun, la mauvaise réunification, n'a pas rassemblé les cœurs, a mis ensemble, dans le simple du voisinage, des gens qui devaient vivre ensemble. Maintenant, même ces accords minimums ont été, je peux dire, dévoyés. Et ça renaît aujourd'hui, ça a commencé par des crises corporatistes, moi je n'y croyais pas. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine crise de la réunification. Donc l'UPC est encore plus actuel. Et nous avons la solution. Nous avons la solution. Mais le projet politique va être mis sur la place du marché politique et on verra bien le moment venu. Mais les Camerounais vont trancher. Bien sûr, les Camerounais vont trancher. Mais je vous dis encore que l'UPC n'est pas un parti qui veut le pouvoir pour le pouvoir. Parce qu'il y en a qui veulent le pouvoir pour le pouvoir. Je demande un peu aux gars du RDPC. Lorsqu'ils appellent à voter le président doit être candidat, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour se protéger des détournements de fonds publics dont ils sont coupables? Est-ce que c'est pour le Cameroun? Il faut réfléchir. Moi, si j'avais quelque chose à dire au président de la République, c'est que, en réalité, il est candidat de son parti. Pour le moment, je ne pense pas qu'il ait les moyens du calendrier électoral pour désister. Il est candidat de son parti. Mais je lui souhaite d'avoir un mandat, au cas où il est élu, qui s'occupe des problèmes du peuple camerounais. Pas de ses courtisans, en réalité. Vous avez suivi le Zimbabwe. Au Zimbabwe, le respect qu'on devait à Mugabe a fait qu'on lui dise, président, on va te débarrasser des bandits qui sont autour. Et on l'a préservé. Je refuse que le président Biya arrive là. Il faudra qu'il prenne sur lui de gérer désormais le Cameroun sur 3 plans. Le premier plan, c'est la réconciliation qu'on appelle, il faut vider le contentieux historique, qui permette la réconciliation qui va nous amener à des élections à l'alternance paisible. La deuxième chose, le développement qui passe par la décentralisation. Il a déjà mis en place le chemin de mise en œuvre, qu'ils suivent. Parce que les gens qui sont à côté n'y croient pas. Ils n'ont aucun intérêt, qu'ils suivent. La troisième chose, c'est que le président Biya, malgré tout, sache qu'il est dans l'histoire et qu'il y songe. Il est dans l'histoire déjà, hein, qu'il y songe. Il songe à y entrer. Il y est. Qu'il songe à y rester de façon positive. Absolument. Voilà. Alors, les autres candidats, on en a 2 autres principalement encore. Principalement par rapport à quoi? Joshua aussi. Du SDF, et puis à Keremona, qu'est-ce que vous dites? Cabral Libi aussi. Il y a même Ngos. Mais il y a également Bernard Djoga. Bernard Djoga, tout à fait. Disons que le droit donne à tous les Camerounais de pouvoir se présenter comme candidat, pourvu que chacun puisse remplir les conditions de sa candidature. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire, mais je voudrais quand même dire que, pour peu qu'on soit sérieux,
il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'ils peuvent dire une chose aujourd'hui et son contraire. Il y en a parmi ces candidats dont les partis ont dit depuis 1992 que le code électoral était mauvais, qu'ils ne se présenteraient pas. Le code n'a pas changé. Est-ce qu'ils sont candidats pour la forme ou ils ont varié ou alors évolué? En réalité, il ne faut pas qu'on trompe le peuple camerounais. Il faut que les gens assument ce qu'ils ont fait ou qu'ils demandent pardon en disant qu'ils se sont trompés. Le SDF a bien dit en 1992 que les élections n'étaient pas bonnes, le cadre de l'État était mauvais. Aujourd'hui, ils se présentent. J'ai dit c'est bien. Maintenant, l'avantage du SDF, parce qu'il faut quand même le dire, c'est qu'ils ont quand même juvénisé le candidat. Je crois que c'est un jeune, pour qui j'ai beaucoup, pas d'admiration, mais du respect, comme tout à fait Bernard Djonga et autres. Mais le Cabral Libi, bien entendu, qui est un jeune frère, le peuple camerounais aura l'occasion de trancher. Parce que je suppose pour ma part que les projets politiques vont être placés dans la place du marché. Le peuple est le client. Et en sciences commerciales, on dit la vente commence quand le client a dit non. Pour le moment, c'est non pour tout le monde. Et il faut que nous vendions le projet politique. Bien sûr, nous aussi, on entend vendre le nôtre. Merci beaucoup, Sylvestre Nyek-Nyek. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Makak, secrétaire général adjoint de l'UPC en charge du suivi de l'action de ce parti. Vous étiez sur le plateau de Géopolis sur Equinox Télévision. Merci de m'avoir invité et toutes mes excuses pour les quelques peut-être éclats de voix que les gens auraient pu constater lorsque je parlais de mon parti. C'est un peu le cœur qui parle. Voilà. Maintenant, ne pas veut dire être partisan. Donc, à part ça, je dois dire que c'était une bonne chose. Merci et c'est avec plaisir que je reviendrai la prochaine fois. D'accord. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. C'est exclusivement sur Equinox Télévision. Restez-y, madame, monsieur. À très bientôt.